Salut tout le monde, bienvenue à Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière qui se prend pas au sérieux. Chaque semaine, je te synthétise un livre qui touche de près ou de loin les finances personnelles et l'investissement boursier. Je te résume donc des centaines d'heures de lecture de façon simple avec des exemples concrets et transparents. Si tu souhaites prendre en main ta santé financière, t'es à la bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue au 91e épisode de Finances fondamentales. Aujourd'hui, je fais la synthèse du dernier vidéo de la trilogie Ben Félix, de vidéos YouTube qu'il a publié en 2023. Celui-ci s'intitule Are Structured Notes Products Good Investment? Donc, est-ce que les produits structurés sont de bons produits d'investissement? En fait, pas les produits structurés, mais je devrais dire les notes structurées. Là, en français, je crois que ça s'appelle des billets à capital protégé dans certaines caisses ou certaines banques. Donc, c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Avant, je vous rappelle que les informations que je dis dans le podcast sont dans un but strictement éducatif. C'est pas des conseils financiers. Si tu veux des conseils financiers, je t'invite à consulter un professionnel pour qu'il t'en donne qui sont spécifiques à ta situation, parce que moi, je peux pas être tenu responsable de tes décisions financières. En introduction, d'abord, j'ai déjà parlé des billets à capital protégé dans l'épisode 2 des abonnés, donc le 6 juillet 2023, avec un exemple concret d'une auditrice. Donc, si ça vous intéresse, abonnez-vous et allez voir cet épisode-là. Et il en parle également dans l'épisode du balado Le Planif avec des produits BMO. Cet épisode-là a été publié en avril 2024, si je ne me trompe pas. En gros, les produits, les billets à capital protégé, c'est des produits complexes dont le rendement est lié à un actif sous-jacent, donc des actions habituellement ou un panier d'actions. Ces produits-là sont souvent vendus en disant que les rendements sont élevés et en combinant ça avec une protection contre les baisses. Donc, c'est vraiment de dire aux gens, vous profitez du rendement des actions, mais en plus, si ça baisse, on vous protège. L'auteur dit qu'au premier regard, ça peut sembler être un free lunch, mais que les banques ne nous le vendent pas parce qu'on est leur ami, mais parce qu'ils font de l'argent avec ces produits-là, bien sûr. Donc, il dit que quand vous mangez avec des lions, il faut s'assurer que vous êtes à la table et non pas sur le menu. Il tente donc de nous expliquer dans cette vidéo-là pourquoi ce type de produit-là devrait être évité la plupart du temps par la plupart des investisseurs. Donc, premier élément de synthèse, c'est quoi ces notes structurées-là? Donc, il y a plusieurs saveurs différentes et comme je le disais dans l'épisode 2 des abonnés du 6 juillet, c'est facile de se perdre dans cette complexité-là. Même moi, avec mes connaissances, il a fallu que je lise de long en large les produits envoyés par Chantal dans l'épisode 2 pour bien comprendre et construire ma réponse que je lui offrais. Il y a certains produits qui vont limiter les gains potentiels, mais qui vont vous protéger contre les baisses, alors qu'il y en a d'autres qui vont vous offrir un dividende garanti, mais sans aucune protection, donc il faut vraiment faire votre magasinage. Je vous partage l'exemple de l'épisode 2 que j'avais sorti avec Chantal. Donc, l'exemple que je vais vous montrer est fait avec un investissement hypothétique de 10 000 $. Comment fonctionnent les notes structurées? C'est qu'il va y avoir des dates d'observation avec un seuil. Dans l'exemple que je vous montre, le seuil du coupon qu'il appelle est de 0%. Donc, si l'indice de référence, on va dire que c'est le SP500, est supérieur à 0%, le rendement lors de la date d'observation, vous allez chercher le paiement de ce coupon-là. Si le rendement est inférieur au seuil, vous allez chercher le paiement minimum du coupon. Donc, on va tout voir ça tantôt. Donc, dans l'exemple que je vous donne, le coupon est de 2,6% à la date d'observation. Si le rendement de l'indice est supérieur à 0%. S'il est inférieur à 0%, vous allez chercher 2,1%. Donc, dans le premier scénario, c'est comme si le rendement du portefeuille de référence, on va dire le SP500, est supérieur à chacune des 3 dates d'observation. Donc, à la première date d'observation, le rendement est de 17%, à la deuxième date de 30% et à la troisième date de 34%. Donc, les 3 dates ont été supérieures à 0%, donc vous êtes allé chercher chaque fois le coupon de 2,6%. Donc, le rendement total, la somme des coupons que vous aurez reçus est de 780 $, donc 10 000 fois 7,80% qui est le total de votre rendement. Donc, vous aurez reçu 260 $ à chacune des 3 dates d'observation. Il faut être prudent par contre parce que les dates d'observation dans ce coupon-là que j'ai pris, je crois, chez Desjardins à l'époque que j'avais répondu à l'épisode 2, donc en juillet 2023 ou même 2022, bref, lors de l'épisode 2 des abonnés, les dates d'observation sont aux 6 mois. Donc, le rendement de 7,8% est sur 1 an et demi et non sur 1 an. Donc, en gros, ce n'est pas un rendement annualisé, c'est un rendement sur 1 an et demi.
Dans le scénario 2, donc le rendement du portefeuille de référence, le SP500 est supérieur au coupon à certaines dates d'observation, donc 2 dates sur 3. Donc par exemple, à la première date d'observation, le SP500 a fait moins 8%, à la deuxième date 22%, à la troisième date 19%. Donc le seuil du coupon étant toujours 0%, il y a une des dates où vous allez chercher seulement 2,1% de rendement dans le coupon et les deux autres dates, vous allez chercher 2,6% pour un rendement de 7,3% après un an et demi. Donc, vous avez fait 730 $ en un an et demi sur votre investissement de 10 000. Troisième scénario, lorsque les rendements sont inférieurs à 0% dans les 3 dates d'observation, bien, vous allez chercher 3 fois 2,1% pour chacune des dates d'observation, soit 630 $ au total, 6,3% sur un an et demi. À la fin, bien sûr, vous récupérez votre 10 000 $ et vous pouvez l'investir ailleurs. Il y a certains produits qui sont plus risqués, donc le seuil du coupon, au lieu d'être à 0 $, est à moins 30 $. Il y en a d'autres qui vont être à 5%. Bref, comme j'ai dit tantôt, les seuils, le paiement de coupon va varier selon chacun des produits. Il y en a qui ne sont pas protégés, donc les notes structurées, il y en a qui ne sont pas avec le capital protégé, donc vous ne récupérez pas nécessairement votre 10 000 à la fin. Il y en a qui est protégé. Bref, vous comprenez le produit, des dates d'observation, un seuil. Donc, l'avantage, ben, c'est que vous êtes protégé. Donc, on a vu là, la date d'observation, exemple 1 du scénario 3 est à moins 20%, ben, vous avez quand même fait 2,1%. Mais quand il est à 34%, vous faites 2,6%. Donc, Ben Félix dit qu'en économie, la complexité permet aux compagnies d'exploiter des clients qui sont mal informés ou de rendre ignorants des clients qui sont bien informés, comme moi un petit peu là, qui saignait du nez quand je lisais sur ce type de produit-là. Donc, les études montrent que les produits complexes sont habituellement plus profitables pour les gens qui offrent ces produits-là, donc ceux qui les vendent, et que ça se traduit par un coût de possession qui est plus élevé pour la personne qui l'achète, soit le client qui est vous. This podcast brought to you by Ring. With Ring cameras, you can check on your pets to catch them in the act. Izzy, drop that. Or just keep them company. Aw, I'll be home soon. Make sure they're okay while you're away. With Ring. Learn more at ring.com/pets. Deuxième élément de synthèse, c'est ici que le lion te mange. Donc, l'auteur, Ben Félix, plutôt, poursuit son vidéo en parlant du prix de ces produits-là. Et il dit que c'est ici que le lion nous mange parce que si vous ne l'aviez pas compris, vous êtes sur le menu et non à la table avec ces produits-là. Donc, il y a une étude de 2011 qui dit que le prix de ce genre de produit-là est en moyenne 8% plus élevé que sa valeur sur le marché et qui ont un rendement moyen un peu sous zéro après les frais de gestion, même si les produits moins complexes font mieux que ceux plus complexes. Dans ce type de produit-là, bien sûr, le rendement est toujours négatif en moyenne. Sur 20 000 notes structurées étudiées dans l'étude, les résultats montrent que ces notes sont souvent construites à partir d'indices et sous-performent l'indice à partir duquel elles sont construites. Ça revient donc au point précédent que des gens avisés achèteraient jamais de tels produits, mais que leur complexité amène la majorité de ces personnes-là dans le néant. Les études montrent aussi que les gens qui ont moins de connaissances se font offrir les produits les plus complexes, qui, bien sûr, coûtent le plus cher à posséder. En 2021, il y a eu une autre étude sur 28 000 notes structurées qui montrait que si on inclut toutes les formes de frais, les frais de gestion sur ce genre de produits-là peuvent monter jusqu'à 6-7%. En gros, les produits font moins bien que des fonds communs de placement qui sont tant critiqués, même si ces fonds communs de placement-là utilisent une approche active et non passive. Et bien sûr, ces produits-là, les notes structurées font assurément moins bien que des FNB passifs indiciels à long terme, en plus d'être moins avantageux fiscalement et d'être beaucoup moins liquides parce que vous ne pouvez pas vendre ces produits-là avant la fin du contrat, à moins d'accepter de payer des frais d'annulation qui sont immenses. En gros, les investisseurs se font manger vivants quand ils prennent ces produits-là. Troisième élément de synthèse, pourquoi les gens en achètent? Si c'est si mauvais, pourquoi en effet que ces produits-là sont vendus sur le marché? Ben en fait, c'est que les banques vont exploiter le manque d'éducation financière de façon générale, mais même au-delà de ça, les habiletés cognitives des gens et le temps des gens. Même moi, comme je disais tantôt, qui connais le domaine sans être expert bien sûr, là, je trouvais le produit intéressant au début, mais je sais que la magie, ça n'existe pas. Donc en creusant un peu, comme vous verrez dans l'épisode 2 des abonnés, si vous vous abonnez, je dis finalement que c'est un piège et qu'il existe beaucoup mieux sur le marché. L'auteur ici est moins nuancé que moi et dit que c'est juste de la merde. Donc en gros, c'est tellement complexe que quand on creuse pas comme il faut,
on se fait avoir par le marketing en comprenant pas vraiment les rendements et les risques réels dans ce genre de produit-là. Les investisseurs n'aiment pas ça, perdre de l'argent et surestiment la probabilité d'un crash du marché boursier, ce qui fait en sorte de rendre ce produit-là attrayant parce qu'il protège souvent en partie contre justement les grosses baisses boursières. Les gens accordent aussi souvent trop d'importance aux revenus, donc les dividendes générés, les revenus d'intérêt générés avec ces produits-là, alors que les gains en capital sont plus importants, notamment fiscalement, et les gains en capital sont limités dans de tels produits. Comme on l'a vu dans l'exemple tantôt, le gain en capital est limité à 2,6%. On vend aussi beaucoup les trucs qui sont clairs, donc le coupon de revenu, tu vas faire 2,6%, si le marché est en haut de 0%, le seuil est clair, on a la protection contre la baisse est mise de l'avant, et regarde si le marché fait moins 20%, tu fais 2,1%, mais on ne parle pas vraiment des rendements et des risques qui sont plus difficiles à évaluer avec ce genre de produit-là. Donc, en gros, ça fait en sorte que le produit apparaît artificiellement intéressant et pertinent, mais qu'au fond de lui-même, ce n'est pas réellement un produit qui est idéal à avoir dans votre portefeuille. Selon Ben Félix, bien sûr. Quatrième élément de synthèse, le vendeur est content. Donc, ces produits-là ont beaucoup plus de commissions pour le vendeur habituellement que d'autres produits à faible coût, comme des FNB, bien sûr. C'est toujours bon de s'informer sur ce genre de conflit d'intérêts-là avant d'accepter un produit. Donc, de demander au vendeur, tu fais combien de commissions sur cette note structurée-là par rapport à un fonds commun de placement ou à un certificat de placement garanti. Cinquième élément de synthèse, pour qui c'est intéressant. Donc, ce produit complexe-là qui performe en plus moins bien pourrait être acceptable selon Ben Félix pour certains investisseurs qui sont informés et qui acceptent les côtés négatifs du produit pour atteindre les revenus ciblés tout en protégeant leur capital. Il termine justement en disant qu'il y a peut-être certains contextes nichés dans lesquels ces produits-là peuvent être pertinents, mais qu'il n'a pas encore été réellement convaincu que c'était le cas. En gros, Ben Félix croit que la plupart des gens sont mal informés et qu'ils seraient beaucoup mieux servis en évitant ces produits-là. En conclusion, dans l'épisode 2, pour les personnes abonnées, j'avais dit que c'était pas un produit intéressant et que c'était peut-être juste intéressant pour remplacer en partie le côté fixe, revenu fixe de votre portefeuille, comme remplacer les CPG ou votre compte épargne qui ne rapporte pas de rendement. Je pensais encore que ça peut être mieux de mettre votre argent dans ces produits-là plutôt que de laisser dormir cet argent-là dans un compte épargne à 0,5% parce que vous avez peur des baisses boursières, mais habituellement, quand on fait ça, on veut que l'argent soit liquide. Il faut dire que dans l'épisode 2 pour les personnes abonnées, je parlais des rendements dans le document, donc qui était fourni par la banque, alors que les rendements réels semblent encore plus bas selon Ben Félix à cause des frais de gestion qui peuvent être super élevés. Je me suis fait avoir, j'imagine, en consultant les documents. Sinon, vous avez également un autre épisode du Balado Le Planif, donc dans la saison 8, l'épisode du 25 août 2022 qui s'appelle l'ABC des billets structurés où on parle de ce produit-là si vous souhaitez avoir une autre opinion que le mien pour comprendre ces produits-là. Et dans cet épisode-là, on montre le côté plutôt positif de ces billets structurés-là, de ces notes structurées-là. Donc, en gros, faites vos devoirs et posez les bonnes questions à la personne qui vous les vend. C'est quoi le rendement réel selon les différents scénarios avec le seuil établi, etc. Il y a une multitude de produits. Faites vos devoirs. Qu'est-ce que je retiens de cet épisode-là? 4 choses. Complexe, moins de rendement, illiquide, frais élevés. C'est pas pour moi. La semaine prochaine, je fais la synthèse du livre de R.F.T. Aker, écrit en 2006, qui s'intitule « Les secrets d'un esprit millionnaire ». Ce jeudi, on commence la liste des titres potentiels, donc les actions qui n'ont pas fait leur chemin jusqu'à ma liste de surveillance, donc mon top 25, mais que je garde à l'œil pour la prochaine analyse en septembre prochain. Cette semaine, on voit Monolithic Power Systems, donc MPWR, Viva Systems, VEEV, et Lam Research Corporation, LRCX. L'épisode tire à sa fin, j'espère que tu l'as apprécié et merci d'avoir passé un peu de temps avec moi aujourd'hui. Si tu apprécies le podcast, il y a 3 choses gratis que tu peux faire pour m'aider. 1. Partager le podcast sur tes réseaux sociaux. 2. T'abonner, suivre ou donner quelques étoiles au podcast selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Et 3. Me suivre sur la page Facebook du podcast. Si tu veux me soutenir davantage, tu peux t'abonner pour $3,99 par mois au podcast et ainsi avoir accès à un épisode spécial supplémentaire chaque mois, en plus d'avoir accès à mon outil d'analyse. Toutes les informations pour me soutenir sont quelque part dans la description de l'épisode. Sinon, oublie pas que je suis pas un expert, prends jamais ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches.
Sur ce, merci encore pour ton écoute et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales.